Chapitre 14. Anne passe aux aveux. Le lundi soir, avant veille du pique-nique, Marilla descendit dans sa chambre, l'air ennuyé. « Anne ?» dit-elle en s'adressant à la petite qui écossait des pois sur la table toute propre, en chantant Nelly au vallon des noisetiers, d'une voix vigoureuse et enflammée qui prouvait que Diana avait bien fait son travail. « Avez-vous vu ma broche en améthyste ? Je pensais l'avoir épinglée sur ma pelote à aiguille, hier soir après mon retour de l'église, mais je n'arrive plus à mettre la main dessus. Je l'ai vue cet après-midi même, pendant que vous étiez partis à la société de bienfaisance, fit Anne d'une voix un peu trop lente. Je passais devant votre porte quand je l'ai aperçue sur la pelote, et je suis allée la regarder. Vous y avez touché ? Fit Marilla, sévère. Oui, admit Anne. Je l'ai enlevée de la pelote et l'ai agrafée sur ma poitrine, juste pour voir de quoi cela aurait l'air. Vous n'aviez pas le droit de faire une chose pareille. C'est un défaut grave que de tripoter les choses d'autrui, lorsque l'on est une petite fille. Premièrement, vous n'auriez pas dû entrer dans ma chambre. Et deuxièmement, vous n'auriez pas dû toucher à ma broche qui ne vous appartenait pas. Où l'avez-vous mise ? Oh, je l'ai remise sur la commode. Je ne l'ai pas portée plus d'une minute, je vous assure, Marilla. Je ne voulais pas tripoter vos affaires. Je n'ai pas vu de mal à entrer dans votre chambre et essayer la broche, mais je comprends à présent que c'était mal, et je ne le ferai plus jamais. C'est une de mes qualités. Je ne fais jamais 2 fois de suite ce qu'il ne faut pas. Vous ne l'avez pas remise en place, rétorqua Marilla. Cette broche n'est plus sur ma commode, je l'ai cherchée partout. Vous l'avez apportée ailleurs, ou quelque chose du genre. Je vous assure, je l'ai remise en place, répondit précipitamment Anne. Petite effrontée, pensa Marilla. Je ne me souviens pas au juste si je l'ai repiquée dans la pelote à aiguille ou si je l'ai déposée dans le plat de faïence, mais je suis tout à fait certaine de l'avoir remis en place. Bon, je vais aller vérifier une autre fois, répondit Marilla, décidée à lui accorder le bénéfice du doute. Si vous l'avez remise en place, cette broche y sera. Si, par malheur, elle n'y était pas, je saurai que vous ne l'avez pas remise. Voilà tout. Marilla remonta à sa chambre et fouilla la commode, et tous les recoins où la broche aurait pu se trouver. Peine perdue. Elle revint à la cuisine. Anne, la broche a disparu. Vous avez admis vous-même avoir été la dernière personne à la tenir entre vos mains. Maintenant, vous allez me dire ce que vous en avez fait. Dites-moi la vérité, je vous en prie. L'avez-vous emportée ailleurs ? L'avez-vous perdue ? Non, absolument pas. Non, absolument pas, fit Anne d'un ton solennel, regardant droit dans les yeux une Marilla extrêmement en colère. Je n'ai pas sorti cette broche de votre chambre, Marilla. Qu'on me conduise à l'échafaud si je mens, mais qu'est-ce que au juste un échafaud ? C'est ainsi, dans l'esprit d'Anne, devait renforcer ce qu'elle venait de dire. Marilla, cependant, y vit plutôt une nuance de défi. Je pense, moi, que vous racontez un mensonge, Anne, répliqua-t-elle sèchement. Je sais que vous mentez, et maintenant, vous allez vous taire. À moins que vous ne soyez décidé à me révéler toute la vérité, montez dans votre chambre, et restez-y jusqu'à ce que vous soyez décidé de passer aux aveux. Dois-je emmener les pois avec moi ? Fit Anne timidement. Non, je finirai de les écosser moi-même. Faites ce que je vous ai dit. Une fois Anne partie, Marilla vaqua à ses occupations habituelles, l'esprit toutefois perturbé. La disparition de sa broche si précieuse l'inquiétait beaucoup. Et si Anne l'avait perdue ? Quelle méchanceté de la part de cette petite fille que de s'abstiner à nier un geste par ailleurs si flagrant. Et oser aborder un tel visage angélique en outre. Je n'arrive pas à imaginer quelque chose de plus grave, se dit Marilla, énervée, en écossant ses pois. Bien sûr, je ne pense pas qu'elle ait voulu la voler, ou faire autre chose de répréhensible du genre. Elle a prise, tout simplement, pour jouer avec, pour stimuler cette imagination forcenée qui la caractérise. Mais c'est bien elle qui l'a prise, c'est évident, puisqu'il n'y a pas eu dans cette pièce âme qui vive, depuis le moment où elle y est allée, comme elle l'a admis, jusqu'au moment où je m'y suis rendue moi-même, ce soir. Et la broche a disparu. Cela ne fait aucun doute. Je présume qu'elle a perdu, et qu'elle a peur de l'admettre, de crainte d'être punie. Mais c'est horrible de penser qu'elle puisse mentir. C'est infiniment plus grave que ses sautes d'humeur. Quelle difficile responsabilité que de garder chez soi un enfant auquel on ne peut pas faire confiance. Elle s'est montrée sournoise et menteuse, et voilà ce qui me chagrine plus encore que d'avoir perdu ma broche. Si seulement elle avait dit la vérité, ce ne serait qu'un moindre mal. À plusieurs reprises, au cours de cette même soirée, Marilla monta à sa chambre. Elle cherchait toujours la broche. Elle ne la trouvait pas.
Elle se rendit jusqu'au pignon est, à l'heure du coucher, mais sans résultat. Anne continuait d'affirmer qu'elle ne savait pas où était la broche. Et Marilla n'en était que plus convaincue du contraire. Le lendemain matin, elle raconta toute l'histoire à Matthew. Il en fut stupéfait et très préoccupé. Il lui était difficile de perdre si vite la confiance entière qu'il vouait à Anne, et pourtant, il devait admettre que tout accablait la petite. « Tu es bien sûr qu'elle n'est pas tombée derrière la commode ?» se risqua-t-il, à court de suggestions. « J'ai déplacé la commode, j'ai vidé les tiroirs, j'ai regardé dans tous les coins et recoins, » affirma Marilla sûre d'elle-même. « Cette broche a disparu. Cette petite fille l'a prise et elle a menti. Voilà la vérité telle qu'elle. » Une bien triste vérité, Matthew Colbert, et ce n'est pas la peine d'essayer de se la cacher. « Eh bien, qu'est-ce que tu vas faire ?» s'enquit Matthew, tout désemparé, remerciant le ciel, en son fort intérieur, que ce fût Marilla, et non lui, qui eut à prendre en main une situation pareille. Il n'avait, cette fois-ci, aucune envie de s'en mêler. « Elle restera dans sa chambre jusqu'à ce qu'elle l'ait tout avoué, » fit Marilla, sombre, se rappela les bons résultats que cette méthode avait donnés la fois précédente. « Après quoi, nous verrons. Peut-être que nous retrouverons la broche, si elle veut bien nous avouer où elle l'a mise. Mais, de toute manière, il faut qu'elle soit sévèrement punie. Tu entends, Matthew ? » « Bon, eh bien, c'est toi qui devras le faire, » dit Matthew tout en prenant son chapeau. « Moi, je n'ai rien à voir là-dedans, rappelle-toi. Tu m'as conseillé toi-même de ne pas m'en mêler. » Marilla se sentit abandonnée de tous. Elle ne pouvait même pas demander conseil à Madame Lind. Elle monta, solennellement, vers le pignon est, et c'est d'un air encore plus gourmet qu'elle redescendit. Anne, entêtée, refusait toujours d'avouer. Elle persistait à dire qu'elle n'avait pas pris la broche. De toute évidence, l'enfant avait pleuré. Et Marilla ressentit un élan de pitié qu'elle réprima aussitôt. Le soir venu, elle était, comme elle avait coutume de le dire, au bout du rouleau. « Vous resterez dans cette chambre jusqu'à ce que vous ayez avoué, Anne. Inutile de vous imaginer qu'il en sera autrement, » dit-elle d'un ton ferme. « Mais le pique-nique a lieu demain, Marilla !» s'écria Anne d'une voix entrecoupée de sanglots. « Vous ne m'empêcherez pas d'y aller quand même. Vous me laisserez sortir au moins pour l'après-midi, n'est-ce pas ? Après cela, je resterai enfermée ici aussi longtemps que vous le voudrez. Et de gaieté de cœur même. Mais il faut que j'aille à ce pique-nique. » « Vous n'irez à aucun pique-nique, et nulle part ailleurs. Tant et aussi longtemps que vous n'aurez pas tout avoué. »« Oh, Marilla !» fit Anne d'une voix mourante. Mais Marilla était déjà sortie et avait fermé la porte derrière elle. Le mercredi matin fut ensoleillé et doux, comme dessiné sur mesure pour le pique-nique. Autour de Green Gables, les oiseaux chantaient, de bouffées embaumées émanant des lys blancs du jardin montaient vers toutes les portes et fenêtres. Balayé par d'invisibles vents, le parfum des lys inondait le couloir et les chambres comme autant d'esprits aériens. Les bouleaux du vallon saluaient joyeusement de la cime, comme s'ils s'attendaient qu'une Anne leur envoyât, du pignon est, son bonjour matinal coutumier. Mais Anne n'était pas à sa fenêtre. Lorsque Marilla lui monta son petit déjeuner, elle trouva l'enfant assise toute droite sur son lit, les lèvres pincées, les yeux brillants, pâle et résolu. « Marilla, je suis prête à tout avouer. »« Bon !» s'exclama Marilla, posant son plateau. Une fois de plus, sa méthode avait fonctionné, même si son triomphe se teintait d'amertume. « Je vous écoute, Anne, parlez. »« J'ai pris la broche en améthyste, » récita mécaniquement Anne à la façon d'un automate. « Je l'ai empruntée exactement comme vous l'avez pensé. Je ne voulais pas au début, mais je suis entrée dans la pièce. Mais elle était si belle, Marilla. Lorsque je l'ai agrafée à ma poitrine, qu'une tentation irrésistible m'a saisie, je me suis imaginé à quel point ce serait merveilleux de la porter à Hildewild et de jouer le rôle de Lady Cordelia Fitzgerald. J'ai pensé que le fait de porter une vraie broche en améthyste m'aiderait à imaginer que j'étais Lady Cordelia pour de vrai. Diana et moi, nous faisons des colliers de baies rouges, de baies d'églantier, mais des baies rouges ne valent pas des améthystes, n'est-ce pas ? C'est pour cette raison que j'ai pris la broche. Je pensais que j'aurais le temps de la remettre en place avant que vous ne reveniez. Pour la porter plus longtemps, j'ai fait le grand tour par la route. Tandis que je traversais le pont sur le lac au miroir, j'ai enlevé la broche, pour l'admirer encore une fois. Oh, comme elle brillait au soleil ! Et là, au moment où je me penchais sur le bord du pont, elle a glissé d'entre mes doigts, comme ça, et elle est tombée. Tombée encore plus bas, toute luisante de reflets violets, et elle s'est enfoncée pour toujours dans le lac au miroir. Et voilà les aveux les plus complets que je puisse vous faire, Marilla.
Marilla sentit à nouveau monter en elle une colère blanche. Cet enfant avait pris sa broche en améthyste, son trésor chéri. Elle l'avait perdu, et voilà qu'elle se tenait là, à réciter calmement tous les détails de son forfait, sans laisser paraître la moindre lueur de remords ou de repentir. « Anne, c'est très grave, » dit-elle en essayant de garder son calme. « Vous êtes la plus méchante fille dont je n'ai jamais entendu parler. »« Oui, je pense que c'est vrai, » fit Anne toujours aussi calme. « Et je sais que je dois être punie, et ce sera votre devoir de le faire, Marilla. Est-ce que vous ne pourriez pas commencer tout de suite, parce que j'aimerais me rendre au pique-nique avec la conscience en paix. »« Le pique-nique, hein ? Vous n'irez à aucun pique-nique aujourd'hui, Anne Shirley. Ce sera votre punition, et c'est encore bien peu pour ce que vous avez fait. »« Pas de pique-nique ?» Anne, d'un bond, fut debout et agrippa la main de Marilla. « Mais vous m'avez promis que je pourrais y aller. Oh, Marilla, je dois m'y rendre. C'est pour ça que j'ai tout confessé. Punissez-moi comme vous le voulez, mais pas de cette manière-là. Oh, Marilla, Marilla, je vous en prie, par pitié, laissez-moi y aller. Pensez à la crème glacée. Vous ne pouvez pas savoir, je n'aurai peut-être jamais plus l'occasion de goûter de la crème glacée. » Marilla, imperturbable, dégagea sa main de celle d'Anne. « Inutile de me supplier de la sorte, Anne. Vous n'allez pas au pique-nique et je ne reviendrai pas là-dessus. Non, ne protestez pas, surtout. » Anne comprit que rien ne ferait changer Marilla d'idée. Elle se tordit les mains, poussa un hurlement perçant et se jeta, la tête la première, sur le lit, secouée de larmes hystériques, s'abandonnant sans pudeur à son immense désespoir. « Ça n'a aucun sens !» s'exclama Marilla, stupéfaite, en s'empressant de quitter la pièce. « Je crois bien que cette enfant est folle. Personne avec les pieds sur terre ne se comporterait de cette façon. Si ce n'est pas de la folie, c'est de la pure méchanceté. Oh, pauvre de moi. J'ai bien peur que Rachel n'ait eu raison dès le début, mais maintenant que le mal est fait, je ne reviendrai pas dessus. » Ce fut une matinée pénible. Marilla travailla avec acharnement. Quand elle ne trouva rien d'autre à faire, elle frotta le plancher de la véranda et les tablettes de la laiterie, ce qui ne répondait à aucun besoin, si ce n'est celui de l'occuper. Puis, elle sortit et ratissa la cour. Lorsque le déjeuner fut prêt, elle appela Anne, du bas de l'escalier. Un petit visage sillonné de larmes fit son apparition, risquant un regard tragique par-dessus la rampe. « Venez déjeuner, Anne. »« Je ne veux pas déjeuner, Marilla, » répondit Anne, sanglotant. « Je ne pourrai pas avaler une bouchée, j'ai le cœur brisé. Vous en éprouverez des remords un jour, j'en suis sûre, Marilla. Mais je vous pardonne de me faire tant de peine. Souvenez-vous-en, quand l'heure du remords sera venue, je vous pardonne. Mais de grâce, ne me demandez pas de manger quoi que ce soit, surtout pas du porc bouilli et des légumes verts. Quand on a beaucoup de peine, ce n'est pas romantique du tout du porc bouilli et des légumes. » Exaspérée, Marilla repartit à la cuisine et déversa toutes ses misères sur le pauvre Matthew, d'autant plus malheureux qu'il en était pris entre son sens de la justice et sa sympathie tout à fait illégitime pour Anne. « Bon, eh bien, disons qu'elle n'aurait pas dû prendre cette broche, Marilla, ni raconter des histoires, » admit-il, tout en laissant errer un regard triste sur le porc et les légumes verts, si peu romantiques dans son assiette, comme si, à la manière d'Anne, il eût trouvé que ce n'était guère une nourriture adaptée à des moments d'émotion intense. « Elle est si petite, si vivante. Ne trouves-tu pas cela trop dur de lui refuser ce pique-nique dont elle a tant envie ? » « Matthew Colbert, tu me stupéfies. Je pense, moi, que je lui permets de s'en tirer beaucoup trop facilement. Et en plus, elle ne semble pas comprendre la portée de son geste. C'est ce qui me préoccupe le plus, d'ailleurs. Si elle avait vraiment regretté sa faute, ce ne serait pas si grave. Mais toi, tu n'as pas l'air de comprendre non plus. Tu ne fais que l'excuser, je m'en rends bien compte. »« Eh bien, disons qu'elle est tellement jeune, » répéta plus faiblement Matthew. « Et on devrait pouvoir lui accorder une chance. Tu sais qu'elle n'a jamais reçu la moindre éducation. »« Eh bien, dans ce cas, elle la reçoit maintenant, » répliqua Marilla. Cette ultime répartie réduisit Matthew au silence, à défaut de le convaincre. Le déjeuner fut particulièrement morose. La seule chose réjouissante fut l'arrivée de Jerry Buote, le garçon engagé, et Marilla ressentit la bonne humeur de ce dernier comme une insulte personnelle. Lorsqu'elle lui lavait la vaisselle, confectionnait un gâteau éponge et nourrit ses poules, Marilla se rappela de la légère déchirure déparant son plus beau châle de dentelle noire qu'elle portait les lundis après-midi pour se rendre au cercle des dames. Elle décida de le repriser. Le châle se trouvait dans une boîte, dans le coffre de Marilla. Tandis que Marilla le soulevait,
La lumière du soleil, qui filtrait à travers l'entrelac des vignes devant la fenêtre, fit étinceler quelque chose qui était pris dans le châle, quelque chose qui lançait de petits éclats de lumière violette. Marilla, bouche bée, s'en empara. C'était bien sa broche en améthyste accrochée à la dentelle par le fermoir. « Sainte Mère de Dieu !» se dit Marilla toute retournée. « Qu'est-ce que cela signifie ? Voici ma broche, saine et sauve, alors que je l'imaginais au fond de la mare des Barry. Qu'est-ce que cette gamine a bien voulu dire en affirmant qu'elle l'avait prise et qu'elle l'avait perdue ? C'est à croire qu'un sort a très certainement été jeté sur Green Gables. Je me rappelle maintenant que lorsque j'ai enlevé mon châle lundi après-midi, je l'ai posé quelques instants sur la commode. Je présume que la broche se sera prise dans la dentelle. Eh bien... » Marilla fila d'une traite vers le pignon est, broche en main. Anne s'était épuisée à pleurer, et l'air abattu, elle était assise près de la fenêtre. « Anne Shirley, » fit Marilla d'un ton solennel, « je viens de retrouver ma broche, accrochée à mon châle de dentelle noire. À présent, j'aimerais bien comprendre cette histoire à dormir debout que vous m'avez racontée ce matin. Qu'est-ce que cela signifie ? » « Eh bien, vous m'aviez dit que vous m'enfermeriez ici jusqu'à ce que j'aie avoué, » répondit Anne avec lassitude. « Et c'est pourquoi j'ai décidé d'avouer, puisque ainsi je croyais pouvoir aller au pique-nique. J'ai inventé des aveux hier soir, après être allée me coucher, et j'ai essayé de les rendre aussi intéressants que possible. Je me les suis répétés et répétés jusqu'à ce que je ne puisse plus les oublier. Mais cela n'a servi à rien puisque vous n'avez pas voulu me laisser aller au pique-nique finalement. » Marilla ne put s'empêcher de rire, mais sa conscience la tourmentait. « Anne, vous êtes incroyable ! Mais c'est moi qui avais tort, je me rends bien compte maintenant. Je n'aurais pas dû mettre votre parole en doute. Après tout, je ne vous avais jamais entendu raconter de mensonges. Bien sûr, ce n'était pas bien de votre part de confesser une faute que vous n'aviez pas commise. C'était même très mal. Mais c'est moi qui vous y ai forcé. Alors, si vous me pardonnez, Anne, je vous pardonnerai moi aussi, et nous allons faire table rase de tout cela. À présent, préparez-vous pour vous rendre au pique-nique. » Anne bondit comme une fusée. « Oh, Marilla, mais il n'est pas trop tard ?» ?»« Non, il est seulement 2 heures. Les gens viennent à peine de se rassembler. Il faudra encore une bonne heure avant qu'ils ne prennent le thé. Lavez-vous le visage, coiffez-vous, et mettez votre robe de guingamp. Je vais vous remplir un panier. Il y a bien suffisamment de choses déjà cuites dans la maison. Je vais aller chercher Jerry, pour qu'il attelle la jument à Lausanne, et qu'il vous conduise jusqu'au terrain de pique-nique. »« Oh, Marilla !» s'exclama Anne, se précipitant au lavabo. « Il y a 5 minutes, je me sentais si triste que j'aurais souhaité ne jamais être née, et voilà que maintenant je n'échangerai pas ma vie contre celle d'un ange. » Ce soir-là, une Anne, pleinement heureuse, complètement épuisée, revient à Green Gables dans un état de béatitude indescriptible. « Oh, Marilla, j'ai passé des moments absolument épatants, et j'ai appris ce mot-là, épatant, aujourd'hui. J'ai entendu Marie-Alice Bell le dire. Vous ne le trouvez pas expressif ? Tout était adorable. Nous avons siroté un thé délicieux. Et puis, Monsieur Harmon Andrews nous a emmenés en barque sur le lac des Miroirs, 6 personnes à la fois. Et Jane Andrews est presque tombée par-dessus bord. Elle s'était penchée pour cueillir des nénuphars. Et si Monsieur Andrews ne l'avait pas attrapée par la ceinture juste à temps, elle aurait glissé dans l'eau et se serait probablement noyée. J'aurais aimé être à la place de Jane. Ça aurait été une expérience pleinement romantique que de manquer de se noyer, sans compter l'histoire palpitante que j'aurais eu à raconter. Et nous avons mangé de la crème glacée, Marilla. Je peux vous certifier que c'était sublime. » Ce soir-là, tout en reprisant des bas, Marilla raconta toute l'histoire à Matthew. « Je suis prête à admettre mon erreur, » fit-elle ingénument. « Mais j'ai appris une leçon. Je ne peux que rire en pensant aux aveux d'Anne, mais je ne devrais pas, puisqu'il s'agissait de mensonges. Cela aurait été beaucoup plus grave si Anne avait vraiment perdu ma broche. Et de toute façon, dans cette histoire, j'ai moi-même une large part de responsabilité. Cet enfant n'est pas facile à comprendre, je dois t'avouer, mais je suis persuadée qu'elle deviendra quelqu'un de bien. Et, en tout cas, chose certaine, il n'est pas possible de s'ennuyer en sa compagnie.